Monsieur le Président, chers collègues, avant de démarrer mon propos, je souhaite, au nom de notre groupe Issons-la-Bretagne, adresser nos plus sincères condoléances à la famille d'Hervé Lelu, qui a été maire de Guerlédan, conseiller départemental, artiste, sonneur et militant de la Bretagne. Il s'est éteint le 24 juin, le jour de la Saint-Jean. Notre dernière session remonte au 7 avril dernier. C'était quelques jours avant le premier tour de la présidentielle du 10 avril. Nous nous interrogions alors sur la participation des électeurs. Et nous avons assisté, hélas, à un remake de 2017. Un deuxième tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et la réélection, le 24 avril, à la présidence de la République, du même président, celui du « en même temps », qui tout au long de la courte campagne avait pris soin d'échapper à son bilan. Alors nous nous sommes tournés vers les élections législatives des 12 et 19 juin et je salue à cet instant les candidats qui ont porté nos couleurs. Ici en Bretagne, je pense à Gaël Nicolas et Marc Le Fur. Les Français allaient-ils donner une majorité au Parlement? Eh bien non. Les législatives n'ont pas été une amplification, mais plutôt une rectification. Nous avons assisté à l'érosion d'En Marche, avec deux symboles forts ici en Bretagne. La défaite de Richard Ferrand, en Finistère, et celle de Florian Bachelier, en Ille-et-Vilaine. L'échec d'un système et d'une certaine façon de faire de la politique éloignée et arrogante. À l'opposé de la nôtre, celle, et je prêche pour ma paroisse, des élus qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite républicaine, celles et ceux qui sont ancrés localement et qui s'intéressent à la vie des gens, en sincérité. Et c'est sans doute ce qui a permis à des députés comme Marc Le Fur de résister. Bravo à lui, et j'adresse aussi, au nom de notre groupe, nos félicitations républicaines aux députés de notre Assemblée. Ils sont 4, réélus ou nouvellement élus. Et puis je ne résiste pas à vous annoncer, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu l'information, que notre collègue Agnès Lebrun vient d'être élue à l'unanimité présidente de la délégation française du Comité européen des régions. Connaissant Agnès, je suis certaine qu'elle saura se rappeler ses racines bretonnes et qu'elle servira notre territoire comme il se doit. Vous évoquiez, Monsieur le Président, les avancées de la présidence française. Ça reste encore à prouver. Il n'y aura donc pas eu l'effet Macron. Le président entame son mandat très affaibli. La faute à qui? À lui-même. Au lieu de répondre aux attentes immédiates des Français et de préparer l'avenir en ayant le courage des réformes, il a préféré faire la courte échelle au Rassemblement national, puis à la France insoumise, cela même qu'il fustige désormais comme la droite et la gauche radicale. Cela même qu'il a laissé prospérer pour réduire l'espace du Parti socialiste d'une part et des Républicains d'autre part. Cela même auquel vous vous êtes associé, Monsieur le Président, en franchissant un Rubicon qu'on ne vous imaginait pas franchir. Résultat, une Assemblée nationale à la majorité tout à fait relative, un gouvernement bien délicat à composer et des textes législatifs si difficiles à rédiger. Nous attendons toujours le contenu définitif de la loi pouvoir d'achat. Nous nous interrogeons sur le budget rectificatif qui s'impose, compte tenu de l'entrée du pays dans une période de stagflation et de la dette publique qui atteint les 3 000 milliards d'euros. La composition du gouvernement au lendemain de la présidentielle a tardé. Elle n'augurait déjà rien de bon. Une ministre de la Santé qui, face à l'urgence des urgences, commandait une étude flash. Des rumeurs de 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Pas de ministre du Logement, quand on sait les difficultés pour les Français et singulièrement les Bretons. En quelques semaines plus tard, des ministres, et non des moindres, battus au soir du 19 juin. Pour le gouvernement Borne 2, il faudra encore attendre. Le pire, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas mis fin aux faiblesses du pays qui n'épargne pas la Bretagne. Difficultés pour les entreprises à trouver des salariés, pouvoir d'achat en berne, système de santé à bout de souffle, communauté éducative découragée, insécurité grandissante, sans parler au niveau national de la dette abyssale. Les deux campagnes électorales successives n'auront pas permis de faire le bilan d'Emmanuel Macron. La mandature qui s'ouvre va le rattraper.
D'autant qu'il a fait des promesses clientélistes, chèque Macron, prime Macron, qu'il n'a pas été clair sur ses intentions, sur le nucléaire, sur les retraites, qu'il a oublié des sujets d'importance, la sécurité, l'immigration. Il nous dit vouloir opter pour une nouvelle méthode, mais il pensait pouvoir contourner ce Parlement si encombrant en créant le Conseil national de la refondation. Eh bien, il va devoir apprendre le compromis parlementaire. Et la Bretagne dans tout cela? C'est toute la question. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous est capable ici de nous dire quelles sont les intentions du président de la République et de sa première ministre à l'égard des régions? Quel modèle agricole défendent-ils? Se battent-ils pour défendre la pêche française? Quelle est leur réponse concrète face aux déserts médicaux? Savent-ils la difficulté de relocaliser l'industrie et de construire du logement quand en même temps le coût du foncier devenu rare va devenir cher? Quel mix énergétique prônent-ils exactement? Quelle réponse apportent-ils au renchérissement des coûts qui pèsent sur les finances de nos collectivités locales? Je pourrais ainsi balayer toutes les politiques publiques qui, ici en Bretagne, nous concernent directement, pour constater que nous sommes bien en peine de savoir dans quel cadre législatif, réglementaire et financier notre institution va devoir inscrire ses actions. Avez-vous entendu parler d'un nouvel acte de décentralisation? Moi pas. Pensez-vous que le président de la République ait changé au point de faire confiance aux élus locaux que nous sommes? J'en doute. Quelle va être la politique d'aménagement du territoire de son gouvernement? Mystère. Iront-ils au bout de leur idée de ponctionner 10 milliards d'euros aux collectivités? Pourvu que non. Le quoi qu'il en coûte aura coûté très cher. Et ce ne sont pas les collectivités locales les responsables. Elles qui votent des budgets en équilibre, s'appliquent la règle d'or et ne pèsent que pour 8% de la dette publique. Et encore, c'est une dette d'investissement. Parce que les défis auxquels la Bretagne est confrontée ne sauraient souffrir d'une non-réponse du pouvoir central à toutes les questions légitimes que nous nous posons, notre groupe Ils sont où la Bretagne saisit cette session pour adresser un message au nouveau gouvernement qui, chacun l'aura remarqué, ne compte plus un seul Breton dans ses rangs. Mais attendons de voir qui c'est. À ce stade, nous demandons la reprise du dialogue avec l'État sur les manqués du contrat de plan État-région, le volet agricole et le volet mobilité. Les moyens financiers doivent être à la hauteur des enjeux. Sur l'agriculture, comme d'habitude, vous nous répondrez que nous n'avons pas voulu de la régionalisation de la PAC et comme d'habitude, je vous répondrai que si, nous ne l'avons pas souhaité, c'est pour protéger les agriculteurs et les éleveurs bretons des excès de vos alliés. Je rappellerai également que ne pas avoir de PAC régionalisée n'empêche pas d'avoir une politique agricole, ce qui est le cas de toutes les autres régions françaises. Il est crucial d'afficher cette politique dans un tel document. Un moratoire sur l'application de la loi climat et résilience afin d'en mesurer l'impact sur le renchérissement du prix du foncier. La mise en place, dès le début de cette nouvelle mandature, d'une démarche visant à octroyer davantage d'autonomie à la région Bretagne en désignant concrètement le ministre en charge du dialogue à engager avec nous. Et je conclurai mon propos sur ce sujet. Voilà pour le gouvernement. J'en viens à notre session et me focaliserai sur un bordereau, celui de la transition économique et sociale, qui annonce une Bretagne engagée dans la transition climatique, productrice de richesses, modèle de performance sociale, rayonnante, attractive, collectivement performante. Mais qui peut être contre? À sa lecture, nous ne pouvons que partager l'avis du Césaire, que je cite. Il s'agit d'un document très politique dont la portée est difficile à appréhender en raison d'orientations encore très larges, non chiffrées, tant dans les objectifs que les moyens, ni assorties de calendrier de réalisation. Fin de citation. Eh bien, c'est le principal reproche que nous formulons après un an de mandature où nous voyons défiler concepts et autres schémas. Nous sommes toujours dans l'attente du comment, du combien et du quand. Un seul exemple, l'ancrage territorial. La nouvelle génération des contrats région EPCI n'est toujours pas mise en œuvre. Vous souhaitez l'élargir à la thématique emploi-formation ainsi qu'aux enjeux liés à l'eau, au foncier et aux déchets. Très bonne idée, mais quand? Car oui, il faut associer les EPCI à la résolution de ces sujets majeurs. Par ailleurs, nous nous inquiétons de l'application d'une logique d'éco-socio-conditionnalité dans les dispositifs d'accompagnement. En tous les cas, d'une annonce, puisque, et ça vient d'être dit, ce n'est toujours pas mis en place et que les critères ne sont toujours pas connus.
Continuez-vous à l'évoquer pour vous attirer les bonnes grâces de certains groupes de notre Assemblée qui le réclament ardemment, tout en sachant que cela sera très difficile à mettre en œuvre, à l'image de votre budget vert? Nous aurons également remarqué que vous souhaitez que la Bretagne soit une grande région maritime en Europe et dans le monde. Nous partageons totalement, mais pas une seule allusion à l'agriculture. Auriez-vous déjà renoncé? Ne souhaitez-vous pas que la Bretagne soit une grande région agricole en Europe et dans le monde? Cette question de l'agriculture et donc du devenir de l'agroalimentaire est un vrai différend entre nous. À force de ménager certains groupes, en attestent ces réécritures d'amendements ou de vœux, à force de colloques et autres ateliers participatifs, vous ne tranchez pas, laissant à d'autres le soin de décider pour nous. Bien peu breton comme attitude. Vos décisions, si vous en prenez à l'issue du débat que nous aurons sur l'alimentation ou les algues vertes, vous donnera peut-être une indication sur vos véritables intentions. C'est à souhaiter ou à craindre. Enfin, sur la Bretagne attractive, permettez-moi de continuer à insister sur le ZAN, car qui dit attractivité pense emploi, logement, mobilité. Si chacun s'accorde à la nécessité de lutter contre l'artificialisation des sols, notamment pour favoriser l'activité agricole, reconnaissons que la loi climat et résilience qui a instauré le ZAN a été votée sans étude d'impact sérieuse. Nombre de maires et de présidents de PCI le disent et le redisent et commencent à appeler de leur vœu à la création de zones de développement de l'activité économique et de l'habitat à protéger. Des régions, des départements, des intercommunalités prennent des initiatives pour alerter. Pas de son, pas d'image du côté de la région Bretagne. Pire, une acceptation sans broncher. Là encore, bien peu fidèle à notre tempérament de breton qui, par le passé de plus en plus éloigné, a toujours au moins tenté de faire valoir sa singularité. Et j'en finirai par cela, notre singularité, celle qui nous invite à demander plus d'autonomie, à l'instar d'autres régions françaises, afin de prendre les décisions adéquates au plus proche du terrain et des habitants. Et ainsi de retrouver un peu de souffle, pour ne pas dire d'indépendance. Je vous recommande d'ailleurs, chers collègues, la lecture de Breton de ce mois de juillet, pour deux raisons. Le dossier consacré à 1532, lorsque la Bretagne a perdu son indépendance, mais aussi le public reportage sur Vitré et son bonheur secret. Certes, tous nos groupes politiques ne mettent pas la même définition derrière le mot autonomie. Les premiers échanges du groupe de travail, dont vous avez pris l'initiative et on vous en remercie, en attestent. Mais de l'avis unanime, les contributions émanant de sensibilités politiques différentes, voire très opposées, ont permis d'entrevoir des revendications communes. Notre groupe Ils sont où la Bretagne, souvenez-vous, souhaite travailler sur une loi Bretagne, à l'instar de ce qui s'est produit en Alsace. Nous espérons juste qu'elle ne subisse pas le même sort que notre vœu sur l'unification de la Bretagne. Un vœu jusqu'à présent resté pieux et qui risque de passer aux oubliettes, tant l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat s'annonce chargé et les discussions parlementaires plus qu'animées. À quand notre ou votre rendez-vous avec le président de la République pour échanger sur cette question-là? Alors, Monsieur le Président, certes, la majorité relative dont vous semblez vous satisfaire n'empêche pas le débat. Bien au contraire, et c'est bon pour la démocratie. Mais elle ne doit pas non plus oublier, et vous l'avez dit, de se recentrer sur l'essentiel, et deux, surtout, de passer à l'action. Je conclurai par un proverbe tibétain, donc par définition pétri de sagesse. Bavardage est écume sur l'eau, action est goutte d'or. Je vous remercie. Merci, Madame.